pomeriggio a tutti, grazie di essere presenti, grazie soprattutto a Tarben Jalloun che è già altre volte nostro ospite, che ringraziamo di essere tornato a Palazzo Ducale. Si sente? Beh, adesso provo a riparlare. Si sente così? Allora, Tarben Jalloun è uno scrittore, un poeta, premio Goncourt, editorialista del Le Monde, País, Repubblica, molto impegnato anche sui temi dell'impegno civile. Ha scritto di razzismo, di Palestina, delle primavere arabe e, come dire, da molto tempo sta riflettendo sull'Islam ed è anche, come dire, l'ultimo libro pubblicato in Italia, il suo ultimo libro che rimanda appunto a un titolo, L'Islam che fa paura. Nella prefazione c'è un commento di grande, che io provo, come dire, a sintetizzare, dico a memoria: la solitudine dell'intellettuale che vive in Francia, che si muove dentro la libertà dello Stato francese, e l'appartenenza religiosa invece a un'umma che richiude la libertà. Tarben Jalloun inaugura, apre il ciclo di 4 incontri che come Palazzo Ducale e Centro Studi Don Balletta abbiamo organizzato su Jihad, Islam ed Europa, con una consapevolezza che ci tengo a dire subito: non c'è alcuna sovrapposizione tra terrorismo fondamentalista islamista e Islam. C'è una larga distanza e separazione tra le teorie della Jihad e la larga parte dei musulmani. E credo che questo sia necessario affermarlo fuori da ogni concezione islamofoba. È altrettanto vero, e lo dice sempre Ben Jalloun, che dire l'Islam è altra cosa non è sufficiente. Perché in qualche misura il fondamentalismo islamico interroga l'Islam, lo interroga nei suoi rapporti con la laicità, lo interroga sulle separazioni fra Stato e moschea, lo interroga sulla condizione della donna. Sono domande che rimandano, come dire, a contraddizioni, a processi culturali in qualche misura non risolti. Ma mi piace anche dire che il fondamentalismo islamico interroga anche noi. Interroga anche noi perché gran parte, noi lo sappiamo, di quelle che sono i soggetti che scendono nel campo del terrorismo sono figli dell'Europa, sono nati nelle nostre periferie, sono nati in un sistema di welfare ormai lacerato, sono nati dentro una dimensione di assenza di futuro. C'è un legame molto forte tra la dimensione nichilistica e quella del terrorismo islamista. Ecco allora, questo ciclo, questa serie di incontri l'abbiamo pensato esattamente con questo doppio interrogativo. Ci sono degli interrogativi che l'Islam deve fare a se stesso, ma ci sono anche degli interrogativi su come la società europea si rapporta con i processi di integrazione e con le contraddizioni che questi determinano. E ci sono, chiudo velocemente, ci sono però 2 aspetti ancora che vorrei rimandarvi. Uno, che il fondamentalismo non è qualcosa di arcaico, è uno dei figli della modernità. Non è qualcosa che viene e cerca di riproporre ciò che è stato, ma invece la reinvenzione di un modello culturale religioso nell'oggi. Secondo elemento è che, lo scrive alla fine del primo capitolo appunto di questo libro di Jalloun, ci misuriamo con una doppia ignoranza. Ci misuriamo con l'ignoranza dei musulmani, degli islamici anche europei, che sono poco interessati a conoscere le dinamiche dell'Occidente, e ci misuriamo
con ignoranza nostra nei confronti appunto dei processi che attraversano l'Islam. Questo rischia di portare non tanto la guerra tra le civiltà, ma la guerra tra le ignoranze. O detto in altri termini, non un conflitto tra le civiltà, ma un conflitto dentro le civiltà. Ecco allora, e chiudo davvero come sempre, che poi è il nostro modello di lavoro, come sempre c'è questa aspirazione, questa convinzione che gli strumenti di conoscenza possono essere antidoti, che gli strumenti di conoscenza permettono di superare delle lacerazioni, ci rendono, come dire, consapevoli. E allora, come dire, il senso di cominciare questo breve viaggio dentro questi termini strettamente congiunti, abbiamo detto Islam, Europa, jihad, fondamentalismo, diventa, credo, appunto un altro passo di questi strumenti che cerchiamo di proporre, di offrire. Grazie di essere qui. La parola a Arben Shalom. Bonsoir. Parler en français. Bien. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Buonasera, parlerò in francese ed inizierò raccontandovi una storia. Une histoire que j'ai vécue il y a quelques jours dans un supermarché à Paris. Una storia che ho vissuto io stesso qualche giorno fa in un supermercato di Parigi. Il y avait la queue devant la caisse et il y avait une dame, une musulmane. C'era la coda davanti alla cassa e c'era una signora musulmana La tête couverte avec un foulard. con la testa coperta da un foulard. Une femme, une mère de famille, voilà, 50 ans, 55, je ne sais pas. Et elle faisait la queue, et puis à chaque fois, elle se tournait vers la personne qui était derrière elle, il dit passez. Una signora, madre di famiglia, sui 50-55 anni, che quindi stava facendo la coda e ogni volta si girava verso la persona che stava dietro di lei per dirle passi pure. Alors la dame, merci, elle a pensé qu'elle le faisait parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'objets. La signora quindi ha detto grazie e pensava che l'avesse fatta passare perché non aveva tanti articoli da pagare. Mais elle a laissé encore passer notre femme et une autre femme. Ma poi ha lasciato passare ancora un'altra donna e poi ancora un'altra. Et moi je regardais ça, j'étais de l'autre côté, là, je regardais, et j'ai compris quelque chose. E io che ero dall'altro lato vedevo questa scena e guardavo e ho capito qualcosa. Cette femme voulait s'excuser de quelque chose. Questa donna voleva scusarsi di qualcosa. Elle voulait être très gentille avec tout le monde. Gentilissima con tutti. Et elle voulait leur dire, vous savez, je suis musulmane, mais je ne suis pas méchante. Je ne suis pas terroriste. E voleva dire, sapete, io sono musulmana, ma non sono cattiva, non sono una terrorista. Alors, elle laissait tout le monde passer. Et c'est devenu pathétique pour moi. E quindi lasciava passare tutti. E questa scena è diventata un po' patetica a mio modo di vedere. Alors cette histoire est une métaphore de la situation que nous vivons aujourd'hui en Europe, qui est la peur de ce qui est musulman ou qui est l'islam. Il y a une peur. E questa vicenda è una metafora della situazione che oggi viviamo in Europa, ovvero la paura di tutto quello che è musulmano, Islam. Mais en même temps, on est dans une situation étrange parce que
les victimes de terrorisme, en tout cas en France, sont aussi des musulmans. Ma nello stesso tempo è una situazione strana perché le vittime del terrorismo in Francia sono anche musulmani. Le camion de Nice a tué après 22 personnes qui étaient d'origine musulmane, qui étaient dans la foule. Il camion a Nizza ha ucciso 22 persone che erano musulmane in mezzo a quella folla. C'est-à-dire que le terrorisme, il ne choisit pas une religion, il est là pour semer la peur et la terreur, pour tout le monde, y compris pour les musulmans. Il terrorismo non sceglie una religione, il terrorismo vuole seminare paura e terrore per tutti, compresi i musulmani. Alors, j'ai raconté cette histoire pour montrer que il y a en France, maintenant en Italie, une population musulmane qui est dans sa grande majorité une population paisible, sans problème, mais qui est qui vit l'amalgame entre islam et terrorisme. Vi ho raccontato questa storia per dirvi che in Francia c'è una popolazione musulmana che in grande maggioranza è una popolazione pacifica che vive tranquillamente senza problemi e che però vive e sperimenta sulla propria pelle questa confusione tra Islam e terrorismo. Alors, vous me dites, alors pourquoi des jeunes français d'origine du Maghreb, de parents immigrés, pourquoi des Français convertis, pourquoi des Français qui sont Français de toujours, ont été attirés par le djihad. Allora vi chiederete perché dei giovani francesi di origine magrebina con genitori immigrati oppure dei francesi convertiti o francesi da sempre semplicemente sono attirati dalla jihad. Alors il faut comprendre une chose, c'est que le mouvement djihadiste qui est représenté par, on appelle en France Daesh, c'est-à-dire l'ISIS, l'État islamique, il a une communication, une propagande d'une très grande efficacité. Bisogna capire una cosa, il movimento jihadista che in Francia viene chiamato Daesh o comunque l'ISIS, lo Stato islamico, ha un sistema di comunicazione estremamente efficace. Et il utilise les moyens modernes de l'information et de communication, qui sont l'Internet, bien sûr. Usa mezzi moderni di comunicazione, internet ovviamente. Et il poste à peu près 1000 vidéos par mois. E posta sulla rete circa 1000 video al mese. Et ce qui est intéressant, c'est que les 1000 vidéos ne sont pas des vidéos de combat, de djihad, pas du tout. Sur les 1000, il y a 990 qui sont des vidéos de la vie quotidienne, une vie heureuse, en Syrie, en Irak, avec les enfants qui sont heureux, qui vont à l'école, les mères qui sont bien sûr voilées, sont heureuses. C'est une vie presque paradisiaque. E quello che è interessante è che questi 1000 video non sono video di combattimenti o di jihad, ma 990 video su questi 1000 sono video di vita quotidiana, una vita quotidiana felice in Siria, in Iraq, con i bambini che vanno a scuola, le mamme felici, per mostrare come una vita paradisiaca. Et il y a une dizaine de vidéos qui sont des vidéos faites pour montrer la virilité des soldats, avec comme vous voyez par exemple dans les films américains, avec les héros, avec plein d'objets, des armes, des lunettes Ray-Ban, des choses. Et ça, il dit, tu vas être un héros. Ça vient après la vie quotidienne.
E i 10 video restanti sono video che mostrano la virilità dei soldati, come nei film americani dove ci sono gli eroi bombardati con tutte le armi, gli occhiali Ray-Ban pieni di oggetti. Come dire, sarai un eroe. Et il touche une fibre très sensible chez ces jeunes maghrébins, enfin d'origine maghrébine. Il touche une fibre sensible qui est celle de la virilité. E toccano proprio un punto molto sensibile di questi giovani di origine magrebina, la virilità. N'oublions pas une chose, c'est que les mères maghrébines ont toujours éduqué les garçons de manière différente et privilégiée par rapport aux filles. Non dimentichiamo che le madri magrebine hanno sempre educato i figli maschi in modo diverso e quasi privilegiato rispetto alle figlie femmine. Et qu'elles font de leurs garçons déjà un héros familial. E fanno di questi figli maschi quasi già degli eroi della famiglia. C'est pour ça que le discours de la propagande vise cette espèce d'excitation et de survalorisation de l'aspect viril et machiste, comme on dit aujourd'hui. È per questo che il discorso della propaganda mira proprio a fare una sovravalorizzazione, proprio a in qualche modo sollecitare, accentuare questo aspetto della virilità, questo aspetto macista. Ça, c'est au niveau de l'image, qui est très important, parce que ce sont des images qui sont répétées plusieurs fois avec derrière la guerre. Et la guerre, elle est toujours montrée d'un point de vue esthétique extrêmement techniquement bien faite. E questo per quanto riguarda le immagini che vengono ripetute più e più volte, con dietro lo sfondo della guerra, che dal punto di vista estetico è mostrata in una maniera molto ben fatta. Et c'est accompagné de musique et de chants extraordinaires, comme quand on veut aller à la guerre, on fait des chants choraux, enfin tout le monde chante, et ça excite les gens. Il tutto accompagnato da musica, da canti corali, proprio quando si vuole andare in guerra. E tutto questo eccita le persone. Alors, je raconte ça parce que moi j'ai étudié ces vidéos, j'ai vu un peu comment ça se passe. Après, il y a un discours. Après les images, il y a un discours qui est aussi bien étudié. E vi racconto questo perché io ho studiato un po' questi video e vi posso dire che in seguito, dopo le immagini, c'è un discorso anch'esso molto ben studiato. Alors, la première chose qui est dite dans ce discours, c'est « Vous êtes malheureux en France, ou en Italie, ou en Allemagne. Vous êtes malheureux. » La prima cosa che viene detta in questo discorso è siete infelici, voi siete infelici in Francia, in Italia, in Europa. Votre vie est minable. La vostra vita è miserevole. Vous n'avez pas de travail parce que les Français sont racistes, ils préfèrent donner le travail aux autres. Non avete lavoro, siete disoccupati perché i francesi sono razzisti, danno lavoro agli altri. Et puis vous méritez mieux. Vous êtes des gens qu'on méprise, donc vous avez raté votre vie. E meritate di meglio, siete persone disprezzate, avete sperimentato il fallimento, l'insuccesso nella vostra vita. Et puis vous êtes dans une société où Dieu est absent. E poi siete in una società in cui Dio è assente. Et il cite Friedrich Nietzsche, Dieu est mort. E citano Nietzsche, Dio è morto. Vous êtes dans une société où ils ont tué Dieu. Vous vous rendez compte? Vous êtes en enfer. Siete in una società dove Dio è morto, che ha ucciso Dio, ma vi rendete conto dove siete? Siete all'inferno. Alors, il faut nous rejoindre parce que nous avons une autre vision du monde. Nous avons Dieu. La divinité, elle est là.
nous avons l'esprit, où vous n'avez que la matière, la matérialité des choses, vous n'avez pas l'esprit. Là-bas, vous êtes en train de perdre votre temps. Noi invece abbiamo un'altra visione del mondo, noi abbiamo Dio, noi abbiamo lo Spirito, voi siete solo nella materialità invece, state perdendo il vostro tempo. Alors évidemment, je simplifie beaucoup parce que ce discours il est très long. Il y a beaucoup de phrases, beaucoup de litanies, beaucoup de discours. Mais ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est qu'ils font une opposition entre l'Occident qui a perdu la foi et qui n'est plus un pays où la spiritualité fait vivre les consciences, et puis ce sont des pays qui ont toujours été anti-musulmans, ils ont fait la guerre, ils ont colonisé nos pays, ils ont fait la guerre à l'islam, etc. Donc ils chargent énormément les pays occidentaux de tous les maux, de toutes les horreurs, pour que le gosse, le jeune homme qui a 19 ans, 20 ans, puisse adhérer à ce discours. E fanno questa opposizione, la sottolineano. Io ora sto semplificando un po' il discorso perché comunque il discorso è molto lungo, ho fatto tante frasi, quindi fanno questa opposizione tra il loro modo, la loro visione del mondo e l'Occidente che ha perso la fede, che è antimusulmano, che ha fatto guerre colonizzatrici, che ha fatto guerre contro l'Islam e cercano quindi, che ha fatto guerra appunto contro le religioni, e questo per quanto riguarda tutti i paesi dell'Europa, e caricano l'Europa di tutti i mali di questo mondo. E questo perché? Per attirare quei giovani che hanno sui 19 anni. Donc il y a une utilisation de la psychologie fragile des jeunes pour les amener à entrer dans un monde qui va les résorber, qui va les avaler pour faire d'eux des soldats. C'è un uso della psicologia fragile di questi giovani, proprio per spingerli ad entrare in un mondo che li riassorbirà, che li inghiotirà per fare di loro dei soldati. Alors, ça, ce sont ceux qui partent en Syrie, en Irak, pour rejoindre le pseudo-État islamique. Ça, c'est ils partent, font la guerre là-bas. Beaucoup meurent d'ailleurs sur place. Questo per quanto riguarda coloro che vanno in Siria, in Iraq e fanno la guerra lì, e fra l'altro molti di loro perdono la vita. Il y en a qui sont sur place, qui ne vont pas en Syrie, qui ne vont pas en Irak, mais qui sont totalement en accord avec le discours de la propagande. E ce ne sono altri che invece restano sul posto, cioè non vanno in Siria, non vanno in Iraq, ma concordano pienamente con il discorso propagandistico. Alors, certains ont fait un petit aller-retour en Syrie, peut-être un stage en Libye, de maniement d'armes, qui reviennent. Alcuni magari sono andati per brevi periodi in Siria, hanno fatto qualche stage in Libia per imparare a maneggiare le armi, però poi sono tornati. Et cela, c'est ce qu'on appelle les cellules dormantes. Ce sont ces cellules-là qui ont fait les attentats de Charlie Hebdo en 2015, janvier 2015 en France, du Bataclan en novembre 2015 à Paris, l'hypermarché Cacher à Paris, qui ont égorgé le malheureux prêtre au mois de juillet. Enfin bref, ceux-là sont sur place. Ce sont des Français qui sont sur place.
E queste sono le cosiddette cellule dormienti, quelle che sono responsabili degli attentati del gennaio 2015 Charlie Hebdo, novembre 2015 Bataclan, il supermercato Kasher, quelli che hanno sgozzato il prete a luglio, e sono francesi che sono sul posto. Et on a découvert qu'ils ne connaissent pas l'islam. Que ce n'est pas des pratiquants sérieux de la religion musulmane, comme par exemple le terroriste de Nice. On a découvert beaucoup de choses très bizarres sur sa vie, qui n'avaient rien à voir avec un croyant et un pratiquant de la religion. E abbiamo scoperto che queste persone non conoscono l'Islam, che non praticano la religione. Sono state scoperte molte cose interessanti e strane anche sul terrorista di Nizza, il quale appunto non praticava la religione. Mais pourtant, ils passent à l'action, ils font énormément de malheurs. Et il y a quelque chose que la propagande a réussi, qui est extraordinaire. Tuttavia passano all'azione, fanno molto male, ma c'è una cosa che riesce a fare la propaganda in maniera straordinaria. C'est de leur faire aimer la mort. Ovvero far amare loro la morte. On a connu chez les anarchistes espagnols dans les années 30 le cri Viva la muerte. Sapete, gli anarchici spagnoli negli anni 30 avevano questo slogan, Viva la muerte. Et eux, ils ont, dans le discours qui a été dans la propagande, on leur a changé, c'est comme si vous prenez un logiciel et vous le changez de sens. C'est-à-dire qu'au lieu que l'être humain soit attaché à son instinct de vie, à la peur de mourir, l'instinct de conservation, on a changé l'instinct de vie par l'instinct de mort. Et ça, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu une société dans le monde, depuis que l'histoire existe, où l'instinct de vie a été effacé et remplacé par l'instinct de mort. Et c'est pour ça que la lutte contre le terrorisme est impossible, ou difficile. Nel discorso della propaganda è come se voi prendeste un software e lo cambiaste, diciamo, il contenuto di questo software, ovvero al posto dell'istinto di vita, l'istinto di conservazione dell'essere umano, la propaganda riesce a instillare l'istinto di morte, e questo è un qualcosa di rivoluzionario che non è mai esistito in nessuna società del mondo, ovvero l'istinto di vita non è mai stato sostituito con l'istinto di morte. Ed ecco perché la lotta contro il terrorismo, se non impossibile, è difficile. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, on ne peut pas faire grand-chose. Perché quando avete di fronte qualcuno che non ha paura di morire, non potete fare molto. Regardez par exemple ce qui s'est passé hier en Allemagne. Le Syrien qui a préparé les attentats a été arrêté et il s'est pendu dans sa cellule. Guardate quello che è successo ieri, per esempio in Germania, il siriano che è stato arrestato e che sta preparando appunto degli attentati si è suicidato. Il avait 22 ans, il était jeune, il avait la vie devant lui, il a préféré la mort à la vie. Era giovane, aveva 22 anni, aveva tutta la vita davanti a sé e ha preferito la morte al posto della vita. Il n'a pas été torturé, il n'a pas été maltraité, il a juste arrêté et mis dans une cellule pour l'interroger. E non è stato né torturato né maltrattato, è stato solo arrestato, messo in cella per essere interrogato. On sait tous par les films et puis l'histoire que, par exemple, quand les nazis torturaient les résistants préféraient se suicider parce que pour ne pas subir les tortures atroces des nazis. Mais ça c'était parce qu'il y avait des tortures. Là, il n'y avait pas de torture du tout.
Conoscete forse questi episodi dalla storia, quando i nazisti torturavano esponenti della resistenza, queste persone preferivano suicidarsi piuttosto che subire le torture dei nazisti, ma non c'erano torture. Alors, ce changement radical de la vie vers la mort, cet amour de la mort et cette détestation de la vie, est une offense à Dieu, est une offense à la religion monothéiste, que ce soit chez les catholiques, chez les juifs ou chez les musulmans. Le suicide est intolérable, le suicide est interdit, parce que c'est un défi à Dieu. Quelqu'un qui décide de mettre fin à ses jours, il dit je suis mon propre Dieu, j'arrête quand je veux. Et ça, c'est intolérable dans toute religion monothéiste. Questo cambio radicale dell'istinto di vita che si è trasformato in un istinto di morte è un'offesa a Dio e a tutte le religioni monoteiste, in cui il suicidio è intollerabile perché è una sfida a Dio, è come dire io sono Dio e metto fine ai miei giorni quando lo decido io. Alors, on a parlé de ce terrorisme et on a rappelé ce que fut les moments sinistres du terrorisme européen avec les brigades rouges en Italie, avec la bande Bader en Allemagne, avec Action Directe en France. On a vu qu'à l'époque, il y avait, chez les trois mouvements révolutionnaires, en guillemets, il y avait une sorte de nihilisme. È stato ricordato, comunque si è parlato del terrorismo, dei momenti bui, del terrorismo in Europa, dei vari movimenti terroristici, le Brigate Rosse in Italia, movimenti in Germania, Action Directe in Francia. E si è visto che tra i movimenti rivoluzionari c'era insito una sorta di nihilismo. Et puis, ils attaquaient des objectifs très précis qui étaient liés au capitalisme, liés au patronat, comme c'était en Italie. En France aussi, ils ont assassiné un grand patron. Donc, c'était un terrorisme qui ne visait pas le peuple, qui ne visait pas aveuglément la population. Questi terroristi attaccavano obiettivi molto precisi legati al capitalismo, a Confindustria in Italia, ma anche in Francia, e non miravano però il popolo in maniera cieca. Et on savait par exemple, lorsque on a arrêté la bande Bader, lorsqu'on a arrêté certains, pas tous, membres de Brigade Rouge ici ou des Actions Directes en France, le problème était résolu. Maintenant, ça y est. On a arrêté le mouvement terroriste. E quando sono stati arrestati i membri di tutti questi movimenti rivoluzionari in Italia, in Francia e in Germania, il problema in qualche modo è stato risolto. Si è detto abbiamo risolto. Dans le terrorisme djihadiste, celui qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a pas de tête, on ne voit pas comment on peut arrêter. C'est comme une pieuvre, les parties sont partout. Nel terrorismo jihadista invece non si capisce come si possa riuscire a fermarlo, perché non c'è una testa, è come una piovra che si espande un po' ovunque. Et puis, ce terrorisme a une capacité de s'étendre de manière planétaire, partout. Aujourd'hui, hier, je crois, aujourd'hui, il y a eu une tentative d'attentat en Australie. L'Australie, il n'y a pas de musulmans. Il y a eu des attentats partout. Maintenant, on compte les pays où il n'y a pas eu d'attentats, c'est plus facile.
Questo terrorismo ha poi una capacità di espandersi a livello planetario in tutto il mondo. Non so se è stato ieri o oggi, c'è stato un tentativo di attentato in Australia, dove non ci sono musulmani. E oggi è quasi più facile contare i paesi dove non ci sono stati attentati che quelli dove invece ci sono stati. Quand on définit le terrorisme comme l'action de semer la terreur, la peur, la panique, eh bien la société est bloquée et la peur est partout. E quando si parla di terrorismo e si dice che appunto il suo scopo è seminare terrore, panico, succede che la società si blocca, è bloccata proprio dalla paura. Et alors c'est pour ça que j'ai commencé mon histoire par raconter la peur et le sentiment de culpabilité qui habite les populations musulmanes. È per questo che io ho cominciato questa sera raccontandovi quella piccola storia, per farvi capire i sentimenti di paura, di colpevolezza quasi che pervadono la società musulmana. Je comprends que, parce que moi aussi je suis européen, même si je suis de culture musulmane, mais je me sens européen et je sens qu'il y a une peur partout. Perché io stesso capisco, e io sono europeo anche se di cultura musulmana, capisco, sento che c'è paura ovunque. Mais par exemple, on a vu comment cet été, il y a une espèce de polémique ridicule autour de ce qu'on a appelé le burkini. C'est-à-dire, le burkini, c'est cette espèce d'habit qui mêle le bikini et puis la burqa. Bon, une espèce de truc. En France, ça fait une crise politique gouvernementale. Un esempio, allora, avete visto, avrete sentito come quest'estate c'è stata una polemica assolutamente ridicola in Francia sul burkini. Sapete cos'è il burkini? Quell'abbigliamento, diciamo, da spiaggia che unisce il bikini e la burqa. E questo ha fatto proprio una crisi enorme in Francia, una crisi di governo ha creato. Mais ce qu'il y avait derrière cette espèce de bruit, c'est que tout ce qui pouvait rappeler l'islam devenait problématique, devenait grave, devenait un problème pour la France. Ma quello che c'era dietro a tutto questo è un po' il discorso che viene a dire che l'Islam è un problema per tutti, un problema per la Francia, cioè tutto ciò che è Islam. Ça a commencé le problème de la stigmatisation des musulmans a commencé en 1989, il y a 27 ans, lorsque deux jeunes élèves, deux jeunes filles, sont arrivées au lycée avec un foulard sur la tête. C'était en 1989. E questa stigmatizzazione dei musulmani è iniziata nel 1989, quando due ragazzi si sono presentati in Francia al liceo con un foulard sulla testa. Si on n'avait rien fait, on aurait traité ça par l'indifférence, par la liberté de s'habiller comme on veut, il n'y aurait pas eu de problème de burkina, ni de burkini, ni de burqa, ni tout ça. 27 ans après. Se all'epoca si fosse fatto finta di niente, se diciamo, questa vicenda fosse passata in maniera indifferente o semplicemente fosse stato concesso a ciascuno la libertà di vestirsi come preferiva, non ci sarebbero stati 27 anni dopo tutti questi problemi di burkini e quant'altro. À l'époque, il y avait le Front National, le parti d'extrême droite en France, qui cherchait des thèmes pour avoir des électeurs.
All'epoca in Francia c'era il Front National, il partito di estrema destra, che cercava dei temi proprio per estendere il proprio elettorato. Alors, son thème favori c'était contre l'immigration. Et quand elle a trouvé cette histoire de voile, il était très content, parce que non seulement il y a l'immigration, mais l'immigration musulmane. Donc il y avait deux raisons pour faire la guerre aux Arabes et aux musulmans. E quando questa storia del velo, diciamo, è stata balzata alle cronache, erano comunque molto contenti perché avevano trovato due temi con cui estendere il proprio elettorato. Il tema delle migrazioni, quindi di essere contro le migrazioni, e in più contro le migrazioni musulmane, quindi due ragioni in una in qualche modo. Alors, plus la presse et les politiques parlaient du foulard, plus les musulmans et les musulmanes se mettaient à mettre du foulard. Du coup, voilà, on va imposer notre façon de vivre, notre religion, notre identité. C'est-à-dire que l'identité, au lieu d'être une identité républicaine et française, est devenue une identité religieuse, c'est-à-dire musulmane. Et de là va découler beaucoup de problèmes. E più la stampa, più i politici parlavano di questa storia del foulard, più i musulmani, le donne musulmane si mettevano il foulard, perché appunto non volevano farsi imporre un'identità. E l'identità poi in realtà è diventata un'identità religiosa, e questo poi ha creato molti problemi in seguito. Alors la France va, le Parlement français va voter une loi contre le voile intégral. Il va voter une loi contre les signes ostentatoires, c'est-à-dire visibles de la religion, des religions en général, mais surtout viser la religion musulmane. Donc, le législatif va s'emparer d'un fait divers et va en faire une affaire qui va avoir une importance démesurée. Il Parlamento francese in seguito voterà una legge contro il velo integrale, contro i segni visibili portati in maniera ostentati, i segni di religione, di qualsiasi religione, ma in particolare lì si colpiva la religione musulmana. Insomma, il livello politico francese si impadronisce di un fatto di cronaca e le dà un'importanza smisurata. D'ailleurs, une des phrases qui revient souvent dans la propagande de l'État islamique contre la France, parce que la France est menacée tout le temps, c'est que vous qui avez fait le vote contre le voile, le musulman, vous qui avez empêché les femmes musulmanes d'être décentes, c'est-à-dire finalement vous avez voté contre la vertu, parce que pour eux, D'altronde una delle frasi che la propaganda dell'ISIS utilizza più spesso, appunto contro la Francia, perché la Francia è sempre nel mirino, è proprio questa: voi che avete votato contro il velo, voi che avete impedito alle donne musulmane di essere nella decenza, che in qualche modo avete attentato alla loro virtù. Et il dit, regardez comment vous dévoilez vos femmes, regardez la publicité, regardez. Et après, il s'adresse aux musulmans, il dit, vous voulez vivre comme eux, où les femmes trompent leur mari, où les hommes se marient entre eux, parce qu'il y a aussi le vote de la loi pour le mariage pour tous. C'est revenu dans la propagande. Vous voulez que les hommes se marient entre eux, vous voulez que votre frère se marie avec son cousin. Ils donnent des exemples. Et évidemment, ils disent, sa société n'est pas pour nous, il faut qu'on parte, il faut qu'on la quitte. C'est pour ça que le djihad n'est pas venu, n'est pas arrivé tout seul. Il y a le travail de la propagande qui est fait intelligemment et de manière efficace. Et puis il y a les erreurs et les bêtises du gouvernement européen qui ont marché dans le piège tendu par ISIS.
continuano queste frasi, voi che invece spogliate le vostre donne, si riferiscono alla pubblicità, e poi si rivolgono ai musulmani dicendo voi volete vivere in un paese così dove le donne non si possono coprire, dove gli uomini si sposano fra di loro, perché c'è stato appunto anche il voto della legge del mariage pour tous, quindi volete vivere in un paese dove vostro fratello si sposa con vostro cugino? Assolutamente no, bisogna andare via, scappare da questa società. Ecco, quindi vedete come la jihad non sia poi venuta da sola, ma sia il risultato di due elementi, una propaganda intelligente da un lato e gli errori di governi europei che sono caduti in questa trappola anche tesa dall'ISIS. Et tout cela est fait au nom de l'islam. Or, moi j'ai plongé dans le Coran, que je connais assez bien, et j'ai compté le nombre de versets où il est question du voile. E tutto questo viene propagandato a nome dell'Islam. Io ho studiato il Corano, che conosco bene, e ho contato il numero di versetti in cui si parla del velo. Alors, dans tout le Coran, il y a 3 versets. E sono 3 i versetti in tutto il Corano. Alors, d'abord, au début, lorsque le prophète est arrivé, lorsque le prophète a eu ce message à transmettre à la communauté, les femmes n'étaient pas voilées, mais n'avaient aucun voile. Innanzitutto, agli inizi, quando il profeta ha ricevuto i messaggi da trasmettere al popolo, le donne non erano velate. Et puis le prophète a travaillé avec une femme qui avait des caravanes, qui était une femme d'affaires, on dirait aujourd'hui, une femme d'affaires qui avait beaucoup de commerce, et elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Il avait engagé Mahomet, et il a très bien travaillé. Elle était beaucoup plus âgée que lui, elle avait à peu près 20 ans de plus que lui, et ils sont tombés amoureux, il l'a épousée. C'était la première femme du prophète. Il n'était pas voilé. Poi il profeta ha lavorato con una donna che oggi definiremo una donna d'affari, che aveva appunto molte carovane e aveva bisogno di aiuto, per cui aveva assunto Maometto, hanno lavorato insieme, lei aveva circa 20 anni più di lui, si sono innamorati e si sono sposati ed è stata la prima moglie del profeta e lei non era velata. Après sa mort, il a épousé d'autres femmes. Le prophète a épousé beaucoup de femmes, entre 12 et 13 femmes à peu près. Poi il profeta ha sposato altre donne, 12-13 all'incirca. Et je raconte ça pour vous montrer l'origine du voile. E vi racconto tutto ciò per spiegarvi l'origine del velo. Alors, l'été, il fait très chaud en Arabie. L'estate fa molto caldo in Arabia. Ce qui fait que pendant la journée, personne ne sort. On ne sort pas faire des courses pour aller chercher à manger. On attend le soir. Per cui durante il giorno nessuno esce per andare a comprare, si aspetta la sera. Alors les femmes du prophète, il y avait 2 femmes du prophète, quand elles allaient au marché pour acheter quoi manger, pour préparer à manger, elles étaient embêtées, c'était le soir, elles étaient confondues avec des prostituées. Les hommes les harcelaient, les prenaient pour des prostituées, alors qu'il y avait des prostituées aussi. Et elles en avaient assez d'être tout le temps harcelées par des hommes qui les prenaient pour ce qu'elles n'étaient pas. Alors elles sont plaintes au prophète. Le mogli del profeta, 2 in particolare, quando uscivano per andare al mercato, erano molestate dagli uomini perché venivano scambiate per prostitute, che c'erano anche all'epoca, e quindi stufe di questa situazione, di essere molestate, se ne sono lamentate con il profeta. Alors elles sont plaintes et le prophète a
s'est tourné vers Dieu, lui a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, un verset va arriver grâce à l'archange Gabriel, et le verset dit ceci, dites à vos femmes, à vos filles, quand elles sortent le soir, de se couvrir la tête pour que plus personne ne les confonde. Je récite de mémoire, c'est mieux écrit que moi. Il profeta allora si è rivolto a Dio, gli ha chiesto cosa avrebbe dovuto fare ed ecco che c'è quindi il versetto rivelato tramite l'arcangelo Gabriele cui parole sono le seguenti, non testuali ma recitate diciamo a memoria. Dite alle vostre mogli, dite alle vostre figlie, quando escono alla sera, di coprirsi la testa perché non vengano confuse con le prostitute. Le deuxième verset va arriver plus tard et il va définir un peu plus les hommes auxquels un homme marié peut montrer sa femme. Il secondo versetto invece arriverà un po' più tardi e definirà meglio invece la posizione degli uomini a chi mostrare diciamo, la propria moglie. Montrer, c'est-à-dire sans le foulard sur la tête, ça ne veut pas dire les couvrir, c'est juste la tête. Sì, mostrare non nel senso di scoprire, ma mostrare senza il foulard sulla capo. Il y a une liste, bon, tu peux la montrer à ton père, à ton frère, à ton oncle, à ton grand-père, enfin bref, il y a une liste comme ça. Et les autres, qui sont des étrangers, elles doivent se présenter avec les cheveux couverts. E quindi è stata diciamo, fatta una lista delle persone a cui si può mostrare appunto una donna senza il velo, il padre, il fratello, il nonno, eccetera, mentre per gli estranei la donna deve mostrarsi con la testa e i capelli coperti. Le troisième verset, et c'est fini, après on ne parle plus de voile, le troisième verset, il est amusant, enfin moi je trouve amusant, il est dit, toujours je récite de mémoire, quand la femme arrive à la ménopause, elle a le droit de déposer son voile. E il terzo versetto, e con questo sono finiti i versetti che citano il velo nel Corano, ed è un versetto che secondo me è molto divertente. Il terzo versetto dice quando la donna arriva alla menopausa ha diritto di togliersi il velo. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a sur le voile dans tout le Coran et dans tout l'islam. Alors, cela dit, il y a des interprétations de tout cela, et les interprétations les plus terribles viennent de pays comme le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan, un peu l'Indonésie et la Malaisie, qui sont des pays qui ont compris l'islam et l'interdiction de la femme en général, ils l'ont compris d'une manière littérale. E questo è tutto quello che c'è sul velo in tutto il Corano e in tutto l'Islam, ma ci sono state varie interpretazioni di questi versetti e le più terribili sono quelle di alcuni paesi come lo Yemen, l'Afghanistan, il Pakistan e anche se in maniera minore Indonesia e Malesia che hanno fatto un'interpretazione, hanno dato un'interpretazione letterale. Mais à côté de ça, nous avons deux pays, enfin, plus que deux pays, mais disons deux pays principaux qui exercent un islam dur selon le rite d'un théologien du XVIIIe siècle qui s'appelle Ibn Abdul Wahhab, qui donne le rite wahhabite, le rite sur lequel vit l'Arabie Saoudite et le Qatar, ainsi que l'idéologie des frères musulmans, qui sont en Égypte principalement, et l'idéologie de l'ISIS, de Daesh.
c'est le web, qui est l'application au pied de la lettre de tout le Sharia, qui est une vision extrêmement fanatique et dure de la religion musulmane. Ma ci sono due paesi principali che praticano un Islam molto duro, secondo un rito di un teologo del XVIII secolo, Wahhab, da cui deriva appunto il rito wahhabita che è in auge, che è utilizzato in Arabia Saudita e in Qatar. Una stessa ideologia è quella dei fratelli musulmani in Egitto, di Daesh, quindi l'applicazione alla lettera, un'applicazione fanatica. Il y a un écrivain algérien qui a trouvé une formule, une très jolie, très belle formule, très forte. Il a dit que l'Arabie Saoudite, ce serait Daesh qui aurait réussi. Uno scrittore algerino ha trovato una formula. S'appelle Kamel Daoud. Ha trovato una formula che è abbastanza felice. L'Arabia Saudita è Daesh che ha avuto successo. Bien. Donc, ce que je voulais faire un peu cette espèce de panorama et du djihad et de l'islam, avec cette espèce d'amalgame et de confusion entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et l'Occident. Je voulais faire ça pour vous montrer qu'il n'y a pas un choc des civilisations, mais il y a un choc des ignorances. E vi ho fatto questo excursus sulla jihad, sull'Islam, la confusione che c'è tra Islam e tutto quello che si può pensare in Occidente, per dirvi che non c'è una guerra di civiltà, ma c'è una guerra di ignoranze. Et c'est ça qui fait notre malheur. C'est-à-dire que maintenant, quand on te demande comment on va faire pour lutter contre le terrorisme, ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une lutte culturelle, une lutte pédagogique. Il faut rétablir le savoir à sa place. Il faut rétablir la vérité aussi bien sur les religions que sur les idéologies politiques. C'est-à-dire qu'il y a un travail immense à faire. Pas uniquement, ça ne va pas se trouver une solution en un mois ou 2 mois, c'est une question de génération. E questa è proprio la nostra sfortuna, quando si fa la domanda come facciamo a lottare contro il terrorismo, la risposta è difficile, perché comunque ci vuole una lotta culturale, una lotta pedagogica, perché bisogna ristabilire la verità sulle religioni, sulle ideologie, quindi capite che è un lavoro immenso, non è una soluzione che si possa trovare in 1 o 2 mesi, ma nell'arco di generazioni. Alors évidemment, il y a la lutte armée, les armées qui sont en coalition, qui bombardent les bases de Daesh en Syrie et en Irak. Mais plus Daesh perd du terrain dans son pays, dans son État entre guillemets, plus il va actionner les terroristes dormants, aussi bien en Europe qu'en Australie, ou en Amérique, ou n'importe où. C'est-à-dire que c'est une armée invisible, mais qui existe, qui est là parmi nous. Certo, esiste la lotta armata, la coalizione che bombarda l'ISIS nelle sue postazioni in Siria e in Iraq, ma più l'ISIS perde terreno nel suo Stato, nel suo territorio, più aziona le cellule dormienti che sono in Europa, che sono in Australia. C'è un esercito già presente, invisibile. Alors on remarque une chose, c'est que les Américains, par exemple, ne veulent pas en finir avec Daesh, parce que c'est quand même bizarre qu'ils n'arrivent pas à éradiquer
cette armée qui est bloquée à l'est de la Syrie, au nord-est de la Syrie et une partie de l'Irak. Ils peuvent tout à fait bombarder d'une manière efficace. Ils ne le font pas. Pourquoi? Gli Stati Uniti non vogliono farla finita con l'ISIS perché è strano che non riescano a smantellare questo esercito che si è insediato in questa porzione fra Siria ed Iraq. Potrebbero bombardare, perché non lo fanno? Alors en même temps on dit peut-être que il y a une façon de les ménager pour que les terrorismes s'arrêtent en Europe et en Amérique. C'est un mauvais calcul. Si dice forse è una tattica perché così forse il terrorismo potrà terminare in Europa o altrove. Donc on est dans une situation, je ne veux pas dramatiser pour vous faire peur plus que vous n'en avez peur, mais on est dans une situation difficile parce que la volonté des grandes puissances n'a pas compris que la lutte contre ce djihad, ce terrorisme, c'est une lutte à tous les niveaux et le plus important, c'est le niveau culturel et le niveau pédagogique. Siamo in una situazione difficile, con questo non voglio farvi paura, ma siamo in una situazione difficile perché la volontà delle grandi potenze non ha compreso che è una lotta, che la lotta contro il terrorismo, contro la jihad è una lotta da portare avanti a tutti i livelli, soprattutto a livello culturale e pedagogico. Alors, dans tout ça, et je vais terminer avec ça, je suis quand même désolé de constater combien l'Europe est absente de ce combat. E con tutto ciò, e con questo finisco, io sono molto triste nel vedere quanto l'Europa sia assente da questa battaglia. Parce que l'Europe, c'est une très belle idée, c'est un concept formidable, mais elle a grossi trop vite. Elle s'est élargie avec des pays qui aujourd'hui se retournent contre les intérêts européens. Je pense aux pays de l'Est, à la Pologne, à la Roumanie, à la Hongrie, qui font une politique contre l'Europe et pour l'Amérique et pour les autres. Et nous sommes dans une Europe désunie qui ne représente pas la force qu'elle mérite d'avoir. Parce que perché l'Europa è un concetto formidabile, però l'Europa è cresciuta troppo in fretta, si è allargata a paesi che adesso si stanno in qualche modo rivoltando contro, come la Polonia, la Romania, l'Ungheria, che mettono in atto politiche contro l'Europa, a favore degli Stati Uniti. E sono triste di vedere un'Europa così disunita, che non rappresenta quella forza che invece merita. C'est ainsi en tout que la France est victime du terrorisme, l'Espagne a été victime, l'Allemagne un peu, la Grande-Bretagne a été victime. Donc on est dans une situation où finalement il n'y a pas une réponse européenne. Et ça prouve que le concept européen ne fonctionne pas encore. La Francia è stata vittima di terrorismo, la Spagna, la Germania anche la Gran Bretagna. Siamo in una situazione però in cui non c'è una risposta europea e questo mostra che il concetto europeo non funziona ancora. Alors le seul point commun que tous les pays européens ont en commun, c'est qu'ils ont tous peur de l'islam. Ça c'est un point commun qu'ils partagent tous. Però c'è un punto in comune tra tutti i paesi dell'Europa, che hanno tutti paura dell'Islam. Alors j'étais il n'y a pas longtemps en Pologne, j'ai découvert ce pays qui n'a pas d'immigrés, ils sont anti-immigrés et qui n'ont pas de musulmans, ils sont islamophobes.
sono stato in Polonia e ho scoperto questo paese dove non c'è migrazione, dove non ci sono musulmani, sono islamofobi. Et c'est ainsi que les Daesh jouent avec ces divisions et frappent quand il veut, et il garde quand même l'initiative de frapper, surtout il frappe dans la population civile innocente qui lui a rien fait, et ça c'est la pire des choses. C'est-à-dire que s'il frappait comme action directe, comme les brigades rouges, des points bien précis parce que ça correspond à leur idéologie. Non, là c'est une terreur parce qu'il va frapper dans le grand public, dans la grande population. Et ça c'est terrible. E così l'ISIS gioca con queste divisioni e colpisce quando vuole e soprattutto colpisce la popolazione civile, la popolazione innocente. Questa è la cosa peggiore, non è come le Brigate Rosse o i movimenti di un tempo, il terrorismo di un tempo che colpiva dei punti nevralgici o particolari. Qui l'ISIS può colpire ovunque, colpisce la popolazione. Enfin, pour terminer, je termine vraiment, il faut que je vous donne quand même la définition du mot jihad. E per finire, e qui concludo veramente, vorrei darvi la definizione della parola jihad. Alors, le jihad, d'abord, veut dire textuellement faire un effort sur soi-même pour s'améliorer. Autrement dit, c'est une pratique spirituelle pour améliorer son action et être dans une phase de sérénité où on fait le mieux pour être le meilleur parmi les hommes. C'est ça le jihad. C'est-à-dire forcer soi-même à devenir meilleur. C'est ça le jihad. Le premier sens du mot jihad. Primo significato della parola jihad è fare uno sforzo su se stessi per migliorarsi. È una pratica spirituale per migliorare la propria azione, per raggiungere alguna situazione di serenità in cui ci si sforza di essere migliori. Ça, c'est la définition que le prophète pratiquait dans sa vie. C'est-à-dire qu'il se recueillait, il y avait une espèce de méditation pour être le meilleur des hommes, c'est-à-dire finalement faire le bien, apprendre des choses, rassembler, réunir les hommes plutôt que diviser, etc., etc. E questa era la definizione che praticava il profeta durante la sua vita con la meditazione per cercare appunto di fare il bene, di riunire le persone, non di dividerle. Alors le deuxième sens, c'est lorsque il y a une attaque, vous êtes attaqué, il y a une espèce de brutalité qui vient et qui vous agresse, vous devez faire l'effort de vous défendre. C'est ça. Autrement dit, si vous êtes attaqué, vous avez le droit de faire l'effort sur vous-même pour aussi défendre votre être, votre famille, votre bien, votre terre, votre patrie, etc. Il secondo significato, quando c'è un attacco, quindi si parla di una situazione di brutalità in cui si è aggrediti, voi dovete sforzarvi di difendervi, cioè avete il diritto di sforzarvi di difendere la vostra persona, la vostra famiglia, la vostra patria, le vostre terre e così via. Alors, quand le prophète était attaqué, parce que, comme tous les prophètes, il a été combattu par ceux qui ne croyaient pas en son message, comme Jésus, comme Moïse, comme Abraham, tous ils ont été attaqués. Mais à Mohammed, on a fait la guerre, c'est-à-dire qu'il y avait la tribu des Quraysh en Arabie qui a pris les armes pour le tuer. Et donc, il a dû se battre parce qu'on l'a attaqué. E quando il profeta è stato attaccato si è difeso, perché il profeta era combattuto da tutti quelli che non credevano nel suo messaggio, come sono stati combattuti Gesù e tante altre personaggi della storia. Però nel caso del profeta Maometto è stata fatta proprio una guerra contro di lui e lui quindi attaccato si è difeso.
Et donc, il s'est défendu et il disait à ses soldats, à ses compagnons, d'aller lutter contre les incroyants, les infidèles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Daesh utilise certains versets pour dire qu'il faut lutter dans le sens du Dieu, etc. Mais il faisait toujours le même discours avant la bataille. Vous allez vous battre contre ceux qui veulent nous éliminer. Mais alors, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les femmes. Et si vous trouvez un prêtre qui est en train de prier dans une grotte, dans une cellule, dans une église, ne le dérangez pas, ne l'attaquez pas. Ça, c'est le discours que le prophète donnait à ses soldats. Nous sommes très loin de tout cela aujourd'hui, hélas. Il profeta quindi si è difeso e pronunciava sempre lo stesso discorso ai suoi soldati quando appunto dovevano lottare, andare in battaglia. Diceva che avrebbero lottato contro gli infedeli, e questo poi è ripreso dall'Isis, il quale prende in particolare proprio questi versetti sulla lotta. Però il profeta diceva: lotterete, andrete in battaglia, ma attenzione, non colpite bambini, non colpite donne. Se trovate un prete che sta pregando, non lo attaccate, non lo disturbate. Questo era il discorso del profeta, da cui siamo purtroppo oggi molto lontani. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre silence qui est formidable. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie.